Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques? Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure de sciences économiques et sociales. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'engagement politique, quelles sont les formes qu'il prend, qu'est-ce que le paradoxe de l'action collective, comment l'expliquer. Ensuite, nous verrons que l'engagement politique dépend de variables socio-démographiques. Puis, dans un second temps, nous verrons les transformations de l'engagement politique avec le répertoire d'action, les acteurs et les modalités que cela prend. L'engagement politique peut se définir comme le fait pour un individu de prendre parti sur des problèmes politiques, c'est-à-dire des problèmes qui concernent l'ensemble de la cité par son action ou ses propos. Donc nous allons commencer par voir les différentes formes que l'engagement politique peut prendre. Ça peut être d'abord le vote, le militantisme, la consommation engagée ou l'engagement dans une association. Le vote consiste à participer à une décision collective par le fait de se déplacer aux urnes à intervalles réguliers ou bien de s'abstenir de ne pas aller voter. Donc on donne son opinion pour une question d'État comme l'élection d'un président par exemple. Le militantisme est l'engagement des individus dans un parti, un syndicat, une association ou un mouvement social qui va au-delà d'une simple adhésion et qui se caractérise par la participation des actions menées. La consommation engagée, c'est l'ensemble des pratiques de consommation qui tiennent compte des conséquences économiques, sociales ou écologiques des décisions de consommation et conduisent les individus à ne pas suivre leur intérêt individuel, mais des principes politiques dans les choix de leur consommation. Et l'engagement associatif, c'est-à-dire toutes les adhésions à une association qui n'est pas culturelle ou sportive. Donc maintenant que nous avons vu les différentes formes que veut prendre l'action collective, nous allons nous intéresser au paradoxe de l'action collective. C'est-à-dire que c'est Olson Mancourt qui a posé pour la première fois la question. Pourquoi des individus vont-ils aller manifester, participer à une grève, alors que individuellement ça a un coût et que collectivement l'action sera faite par d'autres? C'est-à-dire pourquoi moi j'aurais intérêt à aller faire une grève et ne pas être payé, alors que si je laisse les autres faire la grève, je vais en retirer des bénéfices. On va donc se demander pourquoi s'engager si les bénéfices vont à tous, même à ceux qui ne participent pas. Donc, on va observer quels sont les éléments qui vont pousser un individu à participer à une manifestation, par exemple. La première raison est ce qu'on appelle l'existence d'incitations sélectives, c'est-à-dire que en participant à une grève, on va avoir des avantages. Ces avantages peuvent être d'ordre matériel. On va recevoir une prime. On va avancer plus vite dans la société parce qu'on sera appuyé par les syndicats quand on a participé à la grève. Également, ça peut être une récompense symbolique, une reconnaissance publique, une décoration. Également, on peut avoir ce qu'on appelle des rétributions symboliques. C'est un sentiment de fierté, une reconnaissance, une estime de soi qui est portée par le fait qu'on a manifesté avec d'autres. On a partagé des mêmes valeurs, ça a renforcé notre identité au sein de l'entreprise, on s'est mobilisé pour une cause, pour quelque chose qu'on pensait juste. La troisième raison qui fait que les individus vont s'engager dans l'action collective, même si paradoxalement cela a un coût individuel, c'est ce qu'on appelle la structure des opportunités politiques, c'est-à-dire le contexte politique et juridique qui rend possible certaines actions. Car
il y a un droit qui est encadré, c'est-à-dire que quand on va aller faire une grève, cela est encadré dans le Code du travail. Ouverture des systèmes politiques, c'est-à-dire que l'ordre politique en place nous permet de participer à cette manifestation sans avoir aucun risque, par exemple. Un autre élément qui permet également d'expliquer cet engagement politique, ce sont les variables socio-démographiques. La première variable est le diplôme. Plus on est diplômé, plus on a des connaissances, plus on va aller voter, s'engager dans le militantisme, parce qu'on aura un sentiment de parole d'expert, de compréhension de ce que l'on fait. Le deuxième élément qu'on va prendre également en compte, c'est la catégorie socio-professionnelle. Par exemple, dans les années 50, 60, c'était notamment les ouvriers qui s'engageaient, qui militaient pour améliorer les conditions de travail dans les usines, par exemple. Le troisième élément à prendre en compte, c'est l'âge et la génération. Les jeunes votent moins, mais vont plus s'engager dans des manifestations comme le réchauffement climatique, comme l'égalité, comme par des actions symboliques pour défendre des idéaux de société. Et le dernier, c'est le genre. Les hommes votent plus que les femmes, et les femmes sont sous-représentées à des postes de responsabilité au sein du pouvoir politique. Donc maintenant qu'on a vu les différents éléments qui étaient autour de l'engagement politique, nous allons voir les transformations de l'engagement politique. Nous allons voir d'un côté l'engagement politique traditionnel, et à partir des années 70, de nouveaux mouvements sociaux se sont mis en place et qui portent plutôt sur des revendications symboliques. Si l'on regarde les formes traditionnelles, c'est plutôt avant les années 70. Donc l'objet de l'action, c'était surtout des revendications matérielles pour un meilleur salaire, pour des conditions de travail avec, par exemple, une journée de 8 heures, des congés payés, une meilleure répartition de la richesse et une opposition à certains projets économiques. Bien sûr, cela était surtout flagrant dans les années 50, 60, 70, mais on le retrouve toujours aujourd'hui. Donc les acteurs de l'action collective, c'était surtout des acteurs traditionnels, comme les partis politiques, les syndicats et des grandes associations nationales. Et les répertoires d'action que l'on retrouve, c'est des grèves, des manifestations, des blocages de sites de production, des négociations avec l'État, avec les employeurs. Si l'on observe les formes de mobilisation plus récentes, plutôt ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux à partir des années 70, donc les objets d'action, c'est plutôt des revendications immatérielles et sociétales, comme l'écologie, avec la défense du climat, de la pollution, de la biodiversité, le féminisme, les droits LGBT, les actions antiracistes, l'altermondialisme, la lutte contre la précarité, les identités culturelles, minoritaires. Tous ces éléments portent sur des revendications immatérielles. Les acteurs porteurs de ces actions sont plutôt des acteurs émergents, comme des collectifs de citoyens locaux ou temporaires, ONG, nationales, internationales, comme Greenpeace par exemple, des mouvements auto-organisés, comme c'est ce qu'on avait vu en 2019 avec les Gilets jaunes. Le répertoire d'action. Donc celui-ci, il est renouvelé, il peut être également hybride. Par exemple, on va avoir des pétitions en ligne, des occupations de lieux sur des ronds-points, des boycotts, des mobilisations sur les réseaux sociaux, des recours juridiques nationaux, européens. On voit bien que cet engagement politique a pris
a des formes différentes et selon le type de revendication, d'objet d'action, on va avoir des formes traditionnelles pour des revendications matérielles et des formes un peu plus renouvelées pour des revendications immatérielles et sociétales. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me poser des questions et vous pouvez également retrouver mon cours en détaillé sur mon site methodoses.com où vous aurez toutes les notions essentielles détaillées à connaître pour bien réussir vos examens.